Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer ce nouveau rendez-vous de la DITP. On est ensemble en direct jusqu'à 11 h pour évoquer l'émission de la nouvelle agence de conseil interne de l'État. Priorité à la transfo, priorité à la transformation publique et aux politiques prioritaires du gouvernement, avec cette agence officiellement lancée voilà un mois, le 26 mars. Présentation dans un premier temps des missions, des méthodes de l'agence, et puis on fera ensuite un retour d'expérience autour de projets en matière de service public de la petite enfance et de transformation RH du côté de l'Académie de Lille. Vous connaissez maintenant les règles du jeu, si je puis dire. À la droite de vos tablettes, à la droite de vos écrans, vous avez un onglet chat, un onglet questions. Allez-y, posez vos questions, témoignez. Vous êtes plus de 1200 personnes inscrites ce matin. Si nous ne parvenons pas à répondre à toutes vos questions, on y reviendra après l'atelier. Bonjour Clotilde Relon. Bonjour Sylvain Henry. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes chef de l'agence de conseil interne de l'État, la direction interministérielle de la transformation publique. Je le disais, l'agence a été lancée voilà un mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler les besoins initiaux qui ont prévalu à la création de votre agence ? Alors, la création de l'agence de conseil interne, elle vise vraiment à renforcer et développer les compétences de conseil et de transformation au sein de l'État. Donc, en fait, derrière ça, il y a 3 enjeux principaux pour l'agence. Améliorer l'efficacité des politiques publiques. Vous avez dû entendre régulièrement le président Macron parler du dernier kilomètre. En l'occurrence, nous, on est vraiment là avec l'agence pour aider les ministères à faire en sorte que leurs politiques publiques produisent des résultats concrets et visibles dans la vie des Français. Notre deuxième enjeu, c'est l'amélioration de la qualité de service aux usagers. Donc là encore, on est tous confrontés tout au long de notre vie à des interactions avec l'administration. L'idée, notre rôle est qu'on les rende les plus fluides, les plus simples, les plus efficaces possibles. Donc quand vous avez un enfant, quand vous perdez un proche, quand vous entrez à l'université, tout ça, il y a des démarches à faire et on essaie de les simplifier. Et enfin, le troisième enjeu de l'agence, c'est vraiment d'améliorer la performance des organisations. Donc là, on travaille sur l'ensemble des composantes, à la fois les processus, les pratiques managériales, la posture de service, etc. L'idée, c'est toujours d'améliorer la qualité de service à l'usager. Donc c'est vrai que cette agence, elle traduit vraiment un changement d'échelle dans l'offre de l'accompagnement et de conseil de l'État, puisqu'on va doubler nos effectifs cette année. On devrait être entre 70 et 75 à la fin de l'année. Et donc ça montre vraiment la confiance que nous a fait le gouvernement pour contribuer à conduire ces projets de transformation d'envergure et ces politiques prioritaires. Mission très forte, la régie, si vous voulez bien faire apparaître la slide 1, puis la slide 2, vous avez résumé, Clotilde Relon, accompagner les services de l'État dans la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement, rendre les politiques publiques plus efficaces, aider les administrations à conduire leurs projets de transformation. Puis on pourra avoir la slide numéro 2, 70-75 agents en fin d'année. Vous avez évoqué les missions. Comment ça marche concrètement ? Beaucoup de personnes qui sont inscrites nous posaient la question en amont. Comment ça fonctionne ? Quelles sont vos méthodes qui portent vos missions ? Alors, on a 2 missions principales. L'accompagnement des projets de transformation et des politiques publiques. Et puis, on a une autre mission qui est de diffuser les savoir-faire et les méthodes de transformation au sein de l'État. On pourra y revenir. Sur la première, donc, en réalité, on intervient donc, dans tous les secteurs ministériels. Donc, vous pouvez être un jour au ministère de la Culture, le lendemain au ministère de l'Éducation nationale ou à la transition écologique. Et souvent, on intervient sur des politiques publiques qui sont assez complexes, interministérielles, multi-acteurs. Et donc, dans ce cadre-là, on propose vraiment
des approches sur mesure en fonction des besoins de nos commanditaires. Donc, pour ça, on s'appuie effectivement à la fois sur les compétences des consultants de l'agence, qui couvrent à peu près tout le spectre des compétences de conseil, donc le conseil en stratégie, en organisation, en transformation, en RH, en conduite du changement, etc. Et puis, pour faire vraiment une prestation sur mesure en fonction des besoins, on peut aussi s'appuyer sur les compétences de nos collègues de la DITP, donc tout ce qui va être innovation, design de services, sciences comportementales. Ça nous permet vraiment de proposer un dispositif sur mesure. Concernant les méthodes, on est vraiment donc on mobilise toutes les méthodes et les outils de l'analyse stratégique et opérationnelle du conseil, donc les outils assez classiques. Mais ce à quoi on est très attaché, c'est vraiment d'associer toutes les parties prenantes d'une politique publique quand on travaille sur un projet de transformation ou sur une réforme. Pour vous donner un exemple, on est intervenu l'année dernière sur la préparation de la réforme des lycées professionnels. Ouais. Là, on est passé par une très grosse phase d'écoute usagée où, à la fois avec des enquêtes quanti, mais aussi beaucoup de focus group Cali, on a entendu les élèves, les parents d'élèves, les entreprises, les chefs d'établissement, les professeurs, tout l'écosystème institutionnel. Et donc, tout ça, ça nous permet d'amplifier la voix des usagers et de proposer des solutions qui sont vraiment co-construites avec les bénéficiaires d'une politique publique. Donc vraiment la co-construction, l'écoute usage et l'association des parties prenantes. Sur nos livrables, on est vraiment sur des livrables très, très opérationnels. Donc, on ne produit pas à la fin de nos missions des rapports assortis de recommandations. On est vraiment sur des plans de transformation détaillés, des outils, des guides de bonnes pratiques. Là aussi, si je peux vous donner un exemple, on a travaillé l'année dernière à la conception et à l'expérimentation du PAC Nouveau Départ pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc là, par exemple, notre travail, ça a été d'outiller tout ce parcours de départ pour faire en sorte que ce départ soit une réussite. Donc, il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés pour favoriser cette réussite et donc on les a outillés. Donc, on est vraiment sur des productions très, très opérationnelles. Merci beaucoup. La slide numéro 3, la régie, vous l'avez dit, hein, Clotilde Relon, la DITP mobilise toutes ses expertises. En design, en sciences comportementales, en facilitation, en coaching, etc. On l'évoquera notamment dans la table ronde qui va suivre. C'était une des questions. Alors, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à poser vos questions. Vous avez démarré, mais on y répondra dans un deuxième temps. Il y avait une interrogation sur les conditions de votre intervention. Comment ça marche? Ce sont des saisines? Expliquez-nous. Exactement. Donc, quand on est sur un projet vraiment de politique publique, on intervient uniquement sur saisine du Premier ministre, des ministres ou de leur cabinet ministériel. Ça nous garantit vraiment d'être positionné sur les projets, les réformes à plus fort enjeu pour le gouvernement et surtout d'obtenir des arbitrages réguliers pour faire aboutir nos missions. Quand on est sur des projets plutôt de transformation interne de l'administration, on prend nos saisines des directeurs d'administration centrale, donc vraiment les très grosses directions des ministères. Et dans ce cadre-là, on se met d'accord sur la façon dont on intervient. Mais ce n'est pas la condition unique d'intervention. On demande aussi à ce qu'il y ait toujours une équipe projet robuste qui soit mobilisée à nos côtés dans l'administration pour être sûr qu'à la fin de notre mission, la transformation et la dynamique qui a été engagée se poursuivent. Et puis, par ailleurs, on intervient vraiment sur des missions de conseil, donc avec un début, une fin, un objectif bien identifié, des livrables bien définis. On n'intervient pas du tout en mode ressources pour compléter un dispositif projet dans l'administration, par exemple, ou pour faire de la PMO ou du pilotage de projet dans la durée. Donc on a vraiment des interventions qui sont circonscrites avec un objectif
On le voit, vous l'avez dit, très opérationnel, un livrable, une transformation, et c'est le titre de cet atelier, priorité à la transformation publique, aux politiques prioritaires du gouvernement. Est-ce qu'on peut résumer votre offre de service, si je puis dire? Oui, alors notre offre de service, elle est constituée, on va dire, de 5 grands blocs. Donc le premier, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment l'accompagnement à la conception et à la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement. Donc le gouvernement définit au début de chaque mandat une liste d'environ 60 politiques prioritaires qui se déclinent en 150 chantiers prioritaires. Ça, c'est notre terrain de jeu privilégié. Je peux vous donner un autre exemple qu'on a accompagné récemment encore en phase de préparation d'une réforme, la réforme de l'installation des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. Donc c'est une réforme qui va prochainement se déployer, et on a vraiment permis au ministère de bien positionner sa réforme en entendant tous les usagers, les différentes classes d'âge concernées par la réforme. On intervient aussi quand une politique publique est déjà déployée mais qu'elle produit pas forcément toujours les effets escomptés. Donc là, par exemple, on a pu intervenir récemment au ministère de l'Intérieur pour améliorer le dispositif de dépôt de plainte en ligne. Ça vous donne un autre exemple. Notre deuxième champ d'intervention, notre deuxième offre, c'est l'amélioration, enfin tout ce qui relève de l'expérience usagée. Donc là, on va être sur l'amélioration de parcours usagers, de démarches. Un exemple aussi pour vous montrer ce qu'on peut faire. On est en train de déployer un grand programme d'amélioration de la qualité de service dans les universités. Donc là, on travaille vraiment à simplifier la vie de l'étudiant dans toutes ses interactions avec l'institution. Notre troisième offre de service, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc, vous aurez un peu plus tard une présentation d'un de ces projets. Mais là, on travaille vraiment donc, sur les organisations, les processus de manière très fine qu'on va décortiquer. On va identifier les irritants dans le quotidien des agents, les tâches répétitives, et on va faire en sorte de les lever pour leur permettre de redéployer ce temps-là sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour réduire les délais d'attribution de titres de séjour dans les préfectures, par exemple. On commence par une préfecture et ensuite on étend au reste des organisations. Puis notre dernière offre de service, c'est la transformation organisationnelle. Donc là, ça touche toutes les composantes de l'administration, mais on a pu récemment travailler sur la transformation de la fonction RH au ministère de l'Éducation nationale, où là, cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour accompagner une fusion d'opérateurs, de 2 opérateurs. Donc vous voyez, c'est quand même assez varié. Assez large, et encore une fois, restez avec nous, hein. La table ronde, enfin le regard croisé dans un instant, montrera des cas, des exemples précis sur la politique publique petite enfance, et donnera la parole à l'Académie de Lille. Vous l'avez dit, Clotilde Relon, 70-75 recrutements prévus d'ici fin 2024. Quels sont les profils des personnes que vous recrutez? Quels sont les profils des personnes qui interviennent au sein de l'agence? Alors, au sein de l'agence, on a 3 grades, on va dire, qui sont un peu pyramidaux, comme dans les cabinets de conseil. Donc, on a des directeurs de projet qui ont entre 8 et environ 15 ans d'expérience vraiment dans le métier du conseil. On a des chefs de projet qui ont entre 4 et 8 ans d'expérience de conseil. Et on a des consultants internes qui ont entre 0 et 4 ans. Pour les profils les plus expérimentés, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'expérience significative dans les métiers du conseil. Donc, ce sont soit des contractuels issus de ce secteur, soit des hauts fonctionnaires qui ont pu faire des passages aussi sur des activités de conseil. Pour les consultants plus juniors, on recrute essentiellement des jeunes diplômés qu'on forme nous-mêmes. Donc ça peut être soit des jeunes diplômés de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, de sciences politiques, ou des jeunes diplômés d'écoles de services publics comme les IRA, les instituts régionaux d'administration, voilà, qui sont aussi pourvoyeurs de consultants pour nous.
C'est aussi un message que vous passez ce matin, celles et ceux qui nous regardent, qui auraient un intérêt et peuvent postuler. Exactement, s'ils sont attirés par un passage à l'agence de conseil interne, on sera très heureux de leur présenter nos activités et éventuellement de les recruter. Et vos missions passionnantes. Voilà, l'appel est passé. Deux questions pour conclure notre échange, Clotilde Relon. Et encore une fois, vous êtes très nombreux à poser vos questions. Il y en a une notamment sur la mise en place du service public de la petite enfance. Encore une fois, c'est un sujet qu'on va évoquer, détailler, décrypter dans quelques minutes. Sur la feuille de route à venir, si je puis dire, il y a eu un CITP, Comité interministériel à la transformation publique. C'était le 23 avril, c'est bien ça, où l'agence a été évoquée, CITP qui a mis en avant des enjeux de simplification, d'excellence administrative que vous évoquez. Tout cela, voilà, comment ça va se passer sur les semaines, sur les mois à venir? Vous avez évoqué les recrutements, les missions. Est-ce que vous pouvez détailler les choses? Effectivement, la feuille de route de l'agence, elle découle directement des orientations du CITP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce comité, c'est le comité interministériel de la transformation publique et c'est un comité qui réunit tous les ministres autour des sujets de transformation de leur ministère. Donc, ça pose vraiment la feuille de route de transformation des ministères. Donc là, en l'occurrence, nous, on va être fortement impactés par ce dernier CITP. Les deux axes qui nous concernent le plus, donc c'est vraiment la simplification. Donc, on va continuer à simplifier les parcours, les processus pour améliorer la qualité de service aux usagers. Donc, il y a un grand programme d'excellence administrative qui va se lancer auprès de quelques administrations vraiment pour qu'on puisse avoir de l'impact en termes de simplification. Et puis, notre deuxième axe, ça va être vraiment, on en a moins parlé, mais d'intensifier nos formations pour les chefs de projet et les directeurs de projet dans l'État, pour qu'ils soient en mesure de porter avec les méthodes de transformation leurs projets avec l'impact recherché. Diffuser ces pratiques de transformation comité. Un comité interministériel à la transformation publique, c'était le 8e, je crois. Enfin, donc c'était le 23 avril. Beaucoup de questions, continuez à les poser. La dernière que je vous pose, sachant que vous resterez avec nous évidemment sur ce regard croisé, Clotilde Relon, sur les deux problématiques. Alors ça fait le lien avec la séquence qui arrive. On va parler de la mise en place d'un service public de la petite enfance et on va parler du déploiement de l'excellence opérationnelle et administrative dans l'Académie de Lille, de problématiques qui disent beaucoup de vos méthodes, de votre engagement aussi et de la richesse de vos missions. Pourquoi était-il important de choisir ces deux sujets qu'on va évoquer maintenant ? Alors l'idée, c'était pouvoir vous présenter deux projets qui sont assez grand public et surtout qui adressent la symétrie des attentions. Donc sur le projet service public de la petite enfance, notre mission, elle consistait vraiment à fluidifier et à simplifier, à clarifier l'accès à un mode de garde. Donc ça illustre tout à fait ce qu'on peut faire comme accompagnement sur des politiques publiques qui concernent un grand nombre de Français. Et puis le deuxième projet qu'on a choisi, un projet d'efficacité opérationnelle, là il se concentre vraiment sur l'amélioration du quotidien des agents. Donc comment on contribue aussi à rendre l'administration plus performante en aidant les agents à trouver des solutions pour être plus efficaces. Et donc, on les construit réellement avec eux. Donc, c'est deux illustrations parfaites de nos offres de services. C'est très bien. Je prends deux questions, si vous voulez bien, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Sur les recrutements, recrutez-vous également des profils de consultants hors jeunes diplômés, comme des contractuels, par exemple, issus de la fonction publique territoriale, qui ont une expérience dans le conseil ? Pourquoi pas ? Oui, en fait, nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est vraiment l'expérience de conseil. Donc, si les parcours ont fait que le conseil a été exercé en collectivité, voilà, ce qui nous intéresse, c'est la maîtrise des méthodes, des outils et la capacité à les répliquer dans des contextes très différents. Comme je vous l'ai dit, nous, on intervient sur tout type de problématiques et tout secteur ministériel, donc il faut que nos consultants soient tout terrain. Donc, les provenances, pour nous, de toute nature sont admises. C'est la richesse aussi des profils, la complémentarité. Juste une dernière, puis vous répondrez à d'autres pendant la table ronde. Comment s'articuleront vos missions, les missions de l'agence, avec celles
et les missions des administrations centrales habituellement consultées par le gouvernement. Vous l'avez dit, vous serez en consultation, enfin en synergie quand certaines directions, quand certains ministères interviennent sur des missions similaires. Voilà, vous serez en concertation. Alors, on travaille conjointement à l'administration avec les administrations sur les missions qu'on accompagne. Et après, il y a d'autres forces de conseil dans l'État qui sont très complémentaires aux nôtres. Donc nous, on cible vraiment les politiques prioritaires du gouvernement. Donc c'est quand même un périmètre qui est assez défini, mais il y a bien d'autres projets dans l'État. Donc là, vous avez des cellules de conseil internes dans les ministères qui peuvent traiter ces projets. Et puis, vous avez les inspections qui font un conseil stratégique, vraiment de la conception de politique publique, et après, toute leur mission d'audit, d'évaluation, de contrôle, là, qui leur sont propres. On voit, l'agence de conseil interne de l'État trouve toute sa place. Merci beaucoup, Clotilde Relon, chef de l'agence de conseil interne de l'État à la DITP, d'avoir lancé cet atelier extrêmement suivi. Encore une fois, vous êtes très nombreuses et nombreux. La régie, on va voir une petite slide apparaître le temps que mes invités s'installe. Voilà, je vous en prie. Agence de conseil interne de l'État, priorité à la transfo aux politiques prioritaires du gouvernement. Restez avec nous dans une petite minute. On parle de la mise en place d'un service public de la petite enfance, une douzaine de minutes, puis on interviendra, on présentera le déploiement de l'excellence opérationnelle et administrative dans l'Académie de Lille, avec mes 4 invités et Clotilde Relon qui reste avec moi. Retour en plateau et je suis accompagné, donc on va parler de la mise en place du service public de la petite enfance, je le disais, avec mes 2 invités. Elisa Bazin, bonjour, vous avez le micro devant vous. Vous êtes Elisa Bazin, chef de projet service public de la petite enfance. Vous êtes adjointe à la directrice de projet à la direction de la sécurité sociale, c'est bien cela. Vous interviendrez avec vous, Claire Goupy, bonjour. Vous avez toutes les 2 piloté et intervenu sur ce projet. Vous êtes directrice de projet à l'agence de conseil interne de l'État, à la DITP. À vos côtés, Siam Selali, bonjour. Bonjour Sylvain. Ravi de vous retrouver. On avait fait un plateau à l'occasion du mois de l'innovation il y a quelques éditions. Vous êtes directeur de projet à l'agence de conseil interne de l'État, à la DITP. Et vous nous présenterez avec vous, Christelle Derache. Bonjour Sylvain. Vous étiez intervenue également. Vous êtes DRH, directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général à l'Académie de Lille. On démarre avec ce projet. Et Clotilde Relon, vous êtes toujours là. Vous avez le micro et une sorte de co-animation, tous les 2. Vous interviendrez, vous préciserez, vous répondrez aussi aux très, très, très nombreuses questions que vous nous posez. Promis, je les relaye dans un instant. Je vous laisse la parole, si vous voulez bien, Elisa Bazin et Claire Goupy. Expliquez-nous les besoins initiaux de ce service public de la petite enfance. Vous nous expliquerez comment vous êtes intervenu, mais de quoi s'agissait-il? Quels étaient les besoins à l'origine? Alors, le service public de la petite enfance, c'est une promesse de campagne du président de la République qui répond en fait finalement à un objectif assez simple, qui est d'assurer une place d'accueil à toutes les familles qui le souhaitent. Donc une place d'accueil, c'est une place de garde, à tous les enfants à toutes les familles qui le souhaitent pour leurs enfants de moins de 3 ans. Donc c'est une ambition qui est quand même très attendue de la part des Français, mais qui rencontre un certain nombre de difficultés. Donc on a un certain nombre de difficultés et de chantiers à mener pour y arriver. Et l'une des principales difficultés actuellement, c'est qu'il n'y a aucun niveau de collectivité qui a la compétence obligatoire en matière de développement d'une offre d'accueil pour la petite enfance. Donc ça, c'est une première étape qui a été franchie, puisque les parlementaires ont voté l'article 17 de la loi pour le plein emploi, qui reconnaît le rôle essentiel et déjà en fait mené par les communes en matière de petite enfance, et qui en a fait des autorités organisatrices de l'offre d'accueil. Donc, à ce titre, elles doivent exercer 4 nouvelles missions qu'elles doivent exercer selon leur taille, dont une mission qu'elles doivent toutes exercer et qui est absolument centrale dans la mise en œuvre, enfin, en tout cas quand on parle de développer un service public, qui est celle d'informer et d'accompagner l'usager final, donc les parents. Pourquoi cette mission elle est très importante pour nous et pourquoi est-ce qu'on voulait la mettre au cœur du service public de la petite enfance? C'est parce que les parents, quand ils recherchent un mode d'accueil, ils nous disent c'est un parcours du combattant. Oui. Je suis tout seul. Quand j'ai fait un choix, finalement, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir toutes les informations à ma disposition pour faire un choix véritablement éclairé. Et le pire, c'est qu'il peut y avoir même un sentiment d'abandon des pouvoirs publics quand, en fait, on n'a pas de place et qu'on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien, on n'a pas de suivi.
Donc très rapidement, du côté de l'État, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement se contenter d'inscrire dans la loi et de dire aux communes, ben voilà, vous avez cette mission obligatoire, vous devez accompagner et informer les parents, et si je le dis un peu vulgairement, débrouillez-vous, quoi. Donc très rapidement, on s'est dit, pour que vraiment franchir le dernier kilomètre dont parlait Clotilde juste précédemment, il va falloir qu'on accompagne et qu'on outille les communes. Parce que, comme je le disais, les communes en fait, exercent des compétences facultatives. Et donc, elles ne sont pas toutes matures et elles n'ont pas le même niveau de développement dans l'accompagnement des familles de leur territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de missionner la DITP, donc l'équipe de Claire, justement pour développer des outils et développer des solutions pour vraiment accompagner les communes et les aider à mettre en œuvre cette compétence. Donc Claire reviendra sur la méthode. Pardon. On va vous amener un verre d'eau. Excusez-moi. La régie, si vous voulez bien. Ça montre bien qu'on est en direct. Mais en tout cas, ce qu'on leur a demandé à la DITP, c'est vraiment de partir du terrain. Oui. Parce que voilà, il y a déjà les communes françaises sont des situations concrètes. Des situations concrètes, oui. De comprendre quelles étaient les contraintes des mères aussi. Oui. Et quels étaient les besoins des parents. Donc on avait vraiment cette double approche, c'est-à-dire partir des territoires, partir des besoins des mères, et ne jamais oublier qu'à la fin, quand même, celui à qui on devait rendre service, c'était le parent. Voilà, donc c'était vraiment... Le verre d'eau arrive. On voulait vraiment avoir avoir une approche très concrète, très opérationnelle, et pas du tout hors sol, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Et le verre d'eau est arrivé. Merci à Myriam Othmani et ses équipes. Je me tourne vers vous, Claire Goupy. Alors racontez-nous, il y a beaucoup de questions dans le chat sur comment ça marche, c'est quoi les méthodes, comment vous êtes intervenus. On a identifié les besoins, les parents au centre, hein, et comment vous êtes intervenus. Donc, comme le disait Elisa, on est intervenu en fait à la demande de la ministre déléguée qui est chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles pour essayer de réfléchir à ce parcours et améliorer l'accès des parents à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants, sachant que c'est à la fois la politique prioritaire du gouvernement, le service public de la petite enfance, mais aussi un moment de vie clé. Je deviens parent qui est piloté par la DITP sous l'autorité du ministère de la fonction et de la transformation publique. Oui. Donc nous, notre objectif, c'est de trouver tous les leviers qui vont permettre de simplifier le parcours des parents. Donc ça peut avoir trait à de la gouvernance, parce qu'il y a plein de parties prenantes qui sont impliquées dans ce parcours. Évidemment, les communes, comme le disait Elisa, mais aussi d'autres collectivités territoriales, le département avec la PMI. On peut avoir les caisses d'allocation familiale, on va avoir des groupes privés qui vont élargir l'offre avec des crèches privées, on a les assistantes maternelles, etc. Donc en fait, on essaye de réfléchir à la façon de mieux coordonner tous ces acteurs pour qu'ils parlent d'une même voix auprès du parent et que le parcours soit le plus fluide possible pour ces derniers. On va aussi s'intéresser au processus en tant que tel. Quand je veux accéder à une place d'accueil pour mon enfant, comment se passe l'information, l'inscription, les différentes démarches, pour réfléchir à la façon d'optimiser ces parcours en matière d'étapes, de rôle des acteurs, de délais, et puis aussi en simplifiant des démarches administratives qui sont parfois complexes, notamment pour les parents employeurs qui veulent recourir soit à une assistante maternelle, soit à une auxiliaire parentale, les nounous. On a également des actions qui vont permettre de faire de l'aller vers pour aller toucher les parents qui aujourd'hui n'ont pas recours à un mode d'accueil pour leur enfant, pour essayer de comprendre pourquoi et faire en sorte qu'ils aient envie d'y recourir. Et puis, on peut aussi imaginer des solutions pour lever des freins périphériques au recours à une place d'accueil. Ça peut être des freins financiers, des freins en matière de mobilité ou simplement des a priori culturels qui font que les parents préfèrent garder leurs enfants chez eux, ce qui peut être très bien, mais qui peut être aussi complémentaire à un accueil ponctuel pour assurer, par exemple, la sociabilisation des enfants. Donc nous sommes à la DITP et au sein de l'agence de conseil interne une équipe de 4 personnes. On intervient depuis novembre 2023 et à la fin de l'été, on aura finalisé nos travaux pour définir ce parcours cible, toutes les solutions qui vont permettre de l'améliorer et puis évidemment, comme le disait Clotilde, un plan de mise en œuvre le plus opérationnel possible pour qu'on sache exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire, combien ça coûte, etc. Donc, pour définir le parcours cible, on est parti des attentes du terrain comme on le fait à chaque fois. On a réalisé différentes typologies d'écoute usagée. On a interrogé 1000 parents pour leur poser la question « Comment s'est passé votre parcours à vous ? Quels ont été les irritants que vous avez rencontrés, les besoins que vous pouvez avoir ?» Ils étaient nombreux, j'imagine. Hein. Vous évoquez le parcours des combattants, peut-être celles et ceux qui ont des enfants, surtout un premier enfant. On ne sait pas trop quel mode de garde. Finalement, on prend celui qui fonctionne.
ou qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est vrai que souvent, les échos des parents, même quand on interroge dans notre entourage, sont parfois mitigés. Donc, c'est important de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent bien et ce qui s'est... Avec toujours ce qui parfois pourrait... un stress, pardon, Oui. mais de ne pas avoir de solution alors que le boulot reprend. C'est un sujet qui résonne. Si. Oui. Donc voilà, on les a interrogés, ça nous a permis d'avoir une vision vraiment objective et quantitative de ce que les parents peuvent nous dire. Et puis, on a aussi conduit des entretiens avec toutes les parties prenantes, donc les acteurs institutionnels que j'évoquais, des représentants des usagers et de tous les professionnels de la petite enfance. On a vu aussi des acteurs privés pour réfléchir en fait collectivement à toutes les solutions qui permettraient de répondre aux irritants et aux besoins qu'on avait identifiés. Et enfin, on a été au plus proche du terrain, on a fait 8 immersions partout en France, dans différentes communes et villes, pour rencontrer les acteurs de la petite enfance, leur soumettre les solutions qui avaient émergé de notre précédente phase et leur dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y en a plus, est-ce que vous les verriez différemment, et commencer même à réfléchir à l'opérationnalisation en leur demandant si ça leur semblait faisable et la façon dont on pourrait les implémenter. Et du coup, tous ces modes d'écoute sont intéressants parce qu'ils sont complémentaires. Ça permet à la fois d'avoir une vision qualitative qui permet de tenir compte de problématiques territoriales, personnelles, et ça permet aussi d'avoir une vision objective qui est nécessaire pour finalement mettre en œuvre une politique publique au niveau national. Et donc, dans quelques jours, vendredi, on organise un séminaire collaboratif avec toutes les parties prenantes du service public de la petite enfance où on va leur soumettre les solutions qui ont émergé de ces écoutes usagers pour que d'une part, ils les priorisent en disant, voilà, s'il y en a 50, on ne peut pas tout faire, il vaut mieux en faire un peu moins, mais mieux, lesquels semblent impacter le mieux le parcours des parents. Et ensuite, on travaillera à opérationnaliser ou en tout cas préinstruire ces solutions en se disant, voilà, comment les mettre en œuvre. Et comme le disait Clotilde Relon, on a aussi en fait à cœur de développer des outils les plus opérationnels possibles. Et il y a des acteurs qui sont vraiment centraux dans cette réforme du service public de la petite enfance, comme le disait Elisa, ce sont les communes, les villes. Et du coup, on va construire aussi des outils opérationnels qui vont leur permettre d'accompagner et d'informer le parent, les aider à mieux cheminer dans leur parcours. Donc, il y a des outils que eux pourront mettre à disposition des parents, un kit d'information globale sur quels sont les modes d'accueil, quelles sont les différences, combien ça coûte, quel est mon besoin à moi en tant que parent en matière de mode d'accueil. On va travailler aussi un auto-questionnaire qui permettra aux communes de se diagnostiquer, de se dire tiens, quels sont les axes d'amélioration sur lesquels je dois travailler pour mieux informer et mieux accompagner les parents. Et cet outil d'autodiagnostic, il sera associé à un plan d'action très concret. Et puis aussi un vade-mecum de bonnes pratiques issues de nos immersions terrain, où on dira par exemple dans le Limousin, voilà ce qui est fait, ça marche super bien, les parents sont très contents quand on les invite à un événement par exemple informel où on leur parle aussi de la petite enfance. Donc ça, ce sont des outils en fait qui pourront être déployés. Et puis on aura aussi un argumentaire qui sera à destination de tous les acteurs publics qui sont dans les territoires, qui ont un bon maillage, qui sont au contact des parents, pas forcément pour leur parler de la petite enfance, mais justement de leur dire quels sont les signes qui permettent de repérer une situation de non-recours et quels sont les premiers arguments à apporter pour les inciter à aller soit sur le site monenfant.fr qui peut les informer, soit dans le relais petite enfance le plus proche de chez eux. Donc voilà, tous ces outils en tout cas seront déployés à partir de l'été et ils ont été tous co-construits avec l'ensemble des parties prenantes, donc ils répondent à la fois aux attentes des usagers et des municipalités. Il y a une question, je rebondis sur l'accompagnement des collectivités. Vous évoquiez une maturité qui peut être différente sur cette problématique. Vous tenez compte dans vos méthodes justement d'un degré différent parfois d'appropriation de la problématique de communes. Certaines sont peut-être à la pointe, entre guillemets, d'autres moins Tout à fait. Quand on a choisi les 8 communes dans lesquelles nous sommes rendus, nous avons essayé d'avoir une représentativité de ces villes en termes de taille, de maturité, de bonnes pratiques. Et l'objectif, c'est d'être dans une démarche de mutualisation, de réplicabilité, si les communes le souhaitent. Nous, on ne va rien imposer. L'objectif, c'est de mettre à disposition les outils les plus faciles à déployer possible, avec une petite partie où eux peuvent l'adapter à leur réalité, en fait. Parce qu'en fait, d'une ville à l'autre, on a des réalités différentes. Donc, évidemment, on en tient compte. Expliquez-nous peut-être l'apport d'Elisa Bazin, l'apport de la DITP à ce stade, donc lancé il y a quelques mois, hein, c'est bien cela. On en est où aujourd'hui? Quels sont les apports que vous constatez? Déjà, c'est des apports de terrain, parce qu'en fait, ils ont réalisé cette écoute usagée auprès de 1000 parents, ils ont fait 8 immersions, et à chaque fois, on avait le retour extrêmement complet dans telle ville,
il se passe ça. Quels sont les irritants, quels sont les freins, quelles sont les actions qui sont mises en place. Ce qui était quand même très intéressant et très... Voilà, pour nous, c'est très, très intéressant parce qu'on est quand même un peu loin. Moi, je suis dans une administration centrale, donc des fois, je n'ai pas le temps et ce n'est pas mon métier d'aller voir tous les maires et de comprendre exactement ce qu'ils font. La mission a permis d'avoir ça, parce que c'était des journées, enfin, ils étaient immergés vraiment une journée dans un territoire donné. Donc déjà, on avait vraiment une remontée plutôt très fine des difficultés du terrain. Voilà, pour le dire un peu clairement, quand on avait missionné la DITP, on m'a dit, oh là là, l'agence de conseil, on va te faire un PowerPoint, on va te dire des choses que tu sais déjà, finalement tu vas rien apprendre et ce sera des solutions qui vont te proposer pas du tout adaptées, très belles, mais qui en fait correspondent pas parce qu'on n'a pas le service informatique, on n'a pas... Enfin voilà. Il y a quelques réticences peut-être au début là. Et là, pas moi, mais... mais en tout cas, voilà, c'était un peu le cliché derrière une agence de conseil. Et au contraire, très très vite, avec Claire et avec son équipe, on a co-construit vraiment ensemble la feuille de route et le plan d'action à mettre en œuvre. Donc très très vite, ils sont montés en compétence sur les enjeux de la petite enfance. Ils ont compris l'ensemble de l'écosystème, qui en fait est énorme. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la petite enfance et dans le parcours des parents. Et ils ont choisi et mis en œuvre des solutions qui sont vraiment opérationnelles, concrètes, réalistes, duplicables aussi dans plusieurs territoires. Parce que comme le disait Claire, voilà, quand vous êtes une commune de l'Ariège et que vous êtes un maire, vous n'avez pas de service, vous n'êtes pas la ville de Paris ou la ville de Lyon, avec beaucoup de services et de la petite enfance qui peuvent vraiment vous produire des outils. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des outils qui soient utilisables par toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, leurs difficultés et leur état d'avancement. Donc voilà, donc vraiment l'approche très très opérationnelle, vraiment outillage, qu'en fait on ne sait pas faire en administration centrale et qui est indispensable vraiment pour la mise en œuvre d'un service public. Très bien, très très clair. 2 questions, puis je vous donne la parole à nos 2 autres invités. Monsieur Eda, est-il possible de disposer de vos actions dans les collectivités s'ils sont duplicables d'une collectivité à l'autre? Est-ce que vous évoquiez, Claire Goupy, un VADB-Com ou des documents? Tout ça sera accessible largement? Oui, c'est l'objectif justement, c'est de mettre à disposition de toutes les communes qui le souhaitent tous les outils qu'on a créés. Donc on réfléchit actuellement, notamment avec le ministère et l'administration centrale, aux modalités de diffusion et de mise à jour aussi de ces outils dans le temps pour que toutes les communes qui souhaitent puissent les utiliser directement dans leur territoire. D'accord. Une autre question d'ailleurs qui rejoint d'autres projets. Sur le aller vers, comment vous allez toucher sur un sujet aussi sensible? On l'a évoqué, des personnes qui sont peut-être à la marge des dispositifs, qui n'ont pas soit les outils, les usages du numérique, ou qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas les codes, que sais-je. Comment vous allez les toucher, peut-être, Élisa Bazin? Juste pour, effectivement, c'est vraiment un enjeu, parce que justement, le service public, c'est d'aller toucher toutes les familles, et y compris celles qui sont les plus éloignées des modes d'accueil, pour plein de raisons différentes. Soit parce qu'en fait, quand on est par exemple un couple et qu'on est tous les deux sans emploi, on n'est pas forcément légitime à aller demander une place en crèche, à confier son enfant à quelqu'un d'autre, parce qu'on se dit finalement, c'est pas forcément ma place. Alors que c'est vraiment un enjeu, puisque au contraire, permettre à tous les enfants, si les familles le souhaitent encore une fois, d'accéder à un temps de socialisation avant l'entrée en maternelle, c'est vraiment très important en matière d'égalité des chances notamment. Et donc, c'est compliqué aussi pour les communes. Toutes ne savent pas forcément bien le faire ou n'ont pas même connaissance de l'enjeu, finalement, parce qu'en fait, elles prennent les familles qui se rendent à leur mairie. Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est vraiment une réalité. Enfin, voilà, c'est un état de fait aussi. Et donc, l'une des missions effectivement importantes de ce qu'on a confié à la DITP, c'était justement de se dire quels sont un peu les outils un peu clés en main, en tout cas les premières pistes d'action que des mairies qui ne réaliseraient aucune action d'aller vers pourraient mettre en œuvre pour justement aller toucher ces familles. Donc ça peut être des actions très concrètes, c'est par exemple, plutôt que d'attendre que les familles viennent à la mairie prendre un rendez-vous, c'est de se dire une fois par trimestre par exemple, on met un petit stand, on fait un forum qui présente les différents modes d'accueil au sein d'un quartier ou dans une association, par exemple. Et ça permet comme ça que des familles puissent progressivement s'acculturer avec la petite enfance, comprendre les modes d'accueil et y accéder. Donc on capte un peu par d'autres canaux que le rendez-vous à la mairie des familles. Il y avait une réflexion dans le chat un peu
plutôt sur au moment de la déclaration à l'état civil. Je crois qu'il faut dans les 3 jours, me semble-t-il. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen peut-être d'associer? Enfin, voilà, c'était une suggestion. Je ne sais pas si c'est pertinent. Bon, à voir. En tout cas, vous avez... En tout cas. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole dans un instant. Peut-être Clotilde Relon, vous voulez intervenir à ce stade. Ce projet dit beaucoup, hein, on le mentionnait, vous l'évoquiez tout à l'heure, de vos méthodes, de vos interventions, de l'écoute terrain, de la co-construction, 1000 personnes outillées. C'est un peu comme ça que ça marche, vos missions. Exactement. Donc là, je pense que vous avez vu un bon panorama des méthodes qu'on mobilise pour répondre à l'objectif qui nous est donné. Je pense que ce qu'on peut souligner, ce qui est très important pour nous dans nos missions, c'est effectivement sur l'ensemble des politiques publiques d'aller chercher les populations les plus vulnérables, parce que ce sont effectivement elles qui ont souvent le plus besoin des services publics. Donc là, ce que disait Elisa, effectivement, cette logique d'aller vers, on la travaille beaucoup. Dans beaucoup de politiques publiques, ça peut être en santé pour inciter les gens à rentrer dans un parcours de soins, ça peut être là pour la petite enfance, mais on le fait systématiquement parce que il faut s'adresser, il faut aller chercher ces populations les plus vulnérables. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Clotilde Relon. Je relaye toutes les questions. Il y en a beaucoup très, très, très précises, mais je voudrais d'abord vous donner la parole à ce projet, le déploiement de l'excellence opérationnelle et administrative dans l'Académie de Lille. Siam Selali, directrice de projet à l'agence, vous allez nous en parler. Et Christelle Derache, directrice des ressources humaines, adjointe au SG, secrétaire générale de l'Académie de Lille. Peut-être évoquons les besoins, puis vos méthodes d'intervention, et puis on échange. Les besoins initiaux, Christelle Derache, quels étaient-ils? Déjà, pour peut-être mettre un peu le paysage, donc l'Académie de Lille, c'est 80 000 personnels sur les territoires du département du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc, on a des équipes de gestion pour accompagner, payer, recruter ces personnels, et donc des besoins spécifiques sur des populations comme notamment les enseignants du second degré, donc collège-lycée. Et une des premières... moi, je suis arrivée sur mes missions en août 2020. Et une des premières choses qu'on a pu me dire, c'est qu'on avait un sujet de réponse à l'usager. Donc notre usager, là, étant le personnel, nos personnels. Et donc des personnels qui téléphonaient, le téléphone qui n'était pas décroché, des mails auxquels il n'y avait pas de réponse et une difficulté à trouver les informations. Ce qui fait qu'il y avait ce sentiment de manque de reconnaissance, de manque de considération de la part de nos personnels. Donc le besoin, il s'est très très vite situé là. Moi, ça a été une des premières choses qu'on m'a donné comme mission et un enjeu très relayé aussi par les partenaires sociaux parce que très régulièrement, on avait ce type de remontée et donc beaucoup d'insatisfaction de la part de nos usagers, mais nos collègues en fait. Hein. On les appelle depuis, grâce à la DITP, parce qu'on a aussi appris du vocabulaire avec la DITP, donc les usagents. Voilà, les usagers, les agents, c'était nos usagents. Donc, un gros enjeu à ce sujet-là, et notamment donc, dans l'équipe qui est en charge des personnels du second degré, donc comme je disais, 27 000 personnels, on constatait beaucoup d'insatisfaction. Donc, un enjeu qui était à 2 niveaux, à la fois pour les personnels qu'on gère, mais aussi pour nos collègues gestionnaires, parce que pour eux, c'était le téléphone qui sonne sans cesse. Donc, difficulté à se concentrer. Quand on est en train de gérer une paye ou quelque chose de très technique, le téléphone qui sonne toujours, ça devient stressant à un moment donné et ça met dans des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Donc, 2 enjeux pour nous à ce moment-là, c'est la réponse aux usagers et aussi, et c'est important pour moi, l'amélioration des conditions de travail de nos personnels. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je pense que Siam le détaillera après, mais par exemple, au mois de septembre, donc au moment de la rentrée, quand les personnes reprennent, donc entre mi-août et mi-septembre, sur cette équipe-là, on était à peu près à 88 000 appels. Donc les personnes appellent une fois, ça ne répond pas, elles appellent une deuxième fois, etc. Et ça crée vraiment cet engorgement. Quand on répond, les personnes sont pas forcément contentes d'avoir déjà appelé 5 fois, donc on a une agressivité qui peut survenir assez vite. Donc, ça crée vraiment quelque chose de compliqué à gérer. Donc, ça a été le premier enjeu, la première chose qu'on a voulu travailler avec la DITP, mais avec aussi un enjeu pour nous qui était plus global. Donc ça, je vous donne un peu le sujet sur lequel on fera peut-être un focus, mais aussi quelque chose de plus global sur l'ensemble des personnels et des processus RH de l'Académie et une vraie volonté de transformation, de faire avancer les choses autrement et d'avoir en tête la question de l'usager au centre de nos préoccupations et de nos modes de fonctionnement. Ça a été vraiment une démarche globale qui a été entamée avec la DITP, c'était en mars 2021 de souvenir. Ça marche. Continuez de poser vos questions, on explore ce cas d'usage, si je puis dire, et puis on fait une séquence très approfondie de questions-réponses.
Siam Selali, alors les méthodes, on est en 2021, comment vous êtes intervenus, comment vous avez associé, co-construit, expliquez-nous, éclairez-nous. En effet, donc on a été à la rencontre de l'Académie de Lille, donc avec tout son CODIR d'abord, Madame la rectrice, Madame la DRH Christelle Derache ici, et ensuite les différents chefs de service. Et chacun nous disait, on a un problème, mais qui est tous les ans, finalement, puisque c'est la rentrée, beaucoup de tensions. Ouais. Parce que, comme le disait Christelle, il y a en effet beaucoup d'attentes de la part des enseignants et des personnels qui vont faire entrer les étudiants, les élèves à l'école, mais il y a aussi beaucoup de sujets de difficultés opérationnelles rencontrés par les agents. C'est-à-dire qu'en parallèle, il y a peut-être des absences d'enseignants dans tel ou tel secteur. Il va falloir les remplacer. Il y a beaucoup de nouveaux documents pour les enseignants qui ont fait leur mobilité, donc pour les payer à l'heure, etc. Donc c'est à la fois beaucoup de tensions dans le contexte, mais aussi beaucoup de tensions opérationnelles, c'est-à-dire beaucoup de problèmes à gérer en même temps. Donc l'idée a été de dire, voyons, repérons l'ensemble de ces difficultés opérationnelles de gestion, la gestion des opérations quotidiennes, et essayons de les simplifier, de les normaliser, et puis de donner les outils aux agents qui les gèrent pour aller de manière plus efficace au contact de ces difficultés. Donc typiquement, ça a été de voir à quel point on pouvait normaliser la pratique. Au final, on a beaucoup de tensions, mais il peut y avoir des agents absents. Et ça a accéléré aussi les conditions de travail difficiles, accéléré peut-être un peu l'absentéisme. Donc l'idée a été de dire finalement comment rendre le travail plus efficace, mais aussi le rendre plus confortable. Et comment le rendre plus confortable? Il y avait tous les sachants finalement, tous les anciens à qui toute la charge administrative décuplée, puisque c'était eux qui pouvaient répondre aux questions les plus difficiles. Donc ça a été d'abord, en amont de ces rentrées, vraiment de récupérer le sentiment, de recueillir le sentiment de l'ensemble et puis les questions auxquelles ils étaient largement confrontés pour pouvoir les former. Donc, ce n'était pas des formations longues, évidemment, c'était vraiment du coaching entre pairs pour pouvoir se dire tel type de questions, voilà comment on y répond. Des modes un peu opératoires, opérationnels, qui facilitaient en amont de ces périodes de tension les difficultés. Donc ça a été un sujet majeur d'accompagnement des équipes du rectorat. Ensuite, on avait le tout papier. Le papier, en 2024, donc même si on a démarré il y a quelques années, le tout papier devenait à la fois rébarbatif, ennuyant pour l'agent, donc l'enseignant qui devait formuler ses demandes administratives, mais aussi pour le rectorat qui les gérait. Donc on a accéléré ce virage numérique en mettant en place des choses assez simples. Le chat, finalement, sur les sites des différentes académies, ça a été un levier opérationnel majeur, sans précédent, et tout le monde a été hyper content. C'est-à-dire que quand un enseignant a la capacité à appeler le rectorat, c'est soit pendant la cour de récréation, donc à 10h, et toute la France appelle les académies à 10h, de 10h à 10h15, ou appelle entre midi et 2 et le rectorat, forcément, est en pause comme toute la France, ou alors après 18-19h et le rectorat n'est pas ouvert jusqu'à 21h. Ouais. Donc l'idée a été de dire quelles sont les questions les plus récurrentes. On a interrogé les enseignants, on a interrogé les chefs d'établissement, on a dit mais quelles sont les questions les plus récurrentes auxquelles vous n'avez pas de réponse, et on a créé ce chat avec les agents pour se dire finalement on met à disposition ces informations, finalement ça paraît simple, mais sur l'ensemble des sites des académies, et aussi un chat qui puisse leur répondre à minuit, etc. Et les premières connexions étaient entre 21h et minuit, les premiers jours, les premiers mois, etc. Voilà. Et donc, on a eu vraiment, et à la DITP, c'est ce qu'on fait, on crée des objets assez simples, numériques, qu'on monte donc avec les agents, un atelier, 2 ateliers, plusieurs ateliers pour construire ce questionnaire, et on le met en place et on vérifie au fur et à mesure avec les utilisateurs, est-ce que ça répondait vraiment à la question ou pas. Et ensuite, quand ça a marché à l'Académie de Lille, on a pu le déployer sur les autres académies. C'est vraiment des petits objets assez simples, mais finalement qui ont résolu la majeure partie des difficultés que pouvaient rencontrer les agents et personnels. Il y a vraiment des situations du quotidien, là, une réponse précise, mais on va se connecter. Ça a peut-être été une surprise pour vous, d'ailleurs, ce pic de connexion à partir de 21h, mais finalement, c'est assez compréhensible. Quels sont les constats que vous faites sur ce travail depuis 2 ans ? Alors, le premier constat, ce qu'a dit Siam, on a vraiment travaillé sur, la DITP a travaillé sur l'expertise de nos agents.
Tout à l'heure, Elisa disait qu'il pouvait y avoir des freins à l'arrivée de la DITP. Quand on a lancé la démarche, donc ça a été fait avec l'équipe de direction, ça a été très bien, ça a été porté vraiment au niveau de l'équipe de direction. Il y a eu certains freins, le sentiment d'avoir un audit, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était vraiment un accompagnement et ça a mis en valeur l'expertise de nos personnels. En fait, le travail, c'était que la DITP se mette à côté des gestionnaires pour voir ce qu'ils faisaient de bien, ce qui était compliqué, et ça a mis en valeur leurs compétences. Donc déjà, il y a une certaine fierté du travail. Une des conséquences du travail qui a été mené, c'est aussi ça, c'est de rendre les personnels fiers de ce qu'ils faisaient. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. On était sur ce travail sur la transformation et l'amélioration. Et il y a eu ce sentiment de fierté, la valorisation, certains qui ont pris des initiatives et des responsabilités parce qu'ils se sentaient portés et soutenus. Et donc, ça a créé cette dimension d'amélioration continue. Donc ça, c'est un premier point qui a été pour moi essentiel, parce que je rappelle les objectifs autour de la qualité de vie et des conditions de travail de nos personnels. Et ce que ça a généré aussi, c'est la prise en compte de l'usager. C'est-à-dire que quelquefois, quand on gère, on veut gérer la paye, et donc on gère la paye. On ne répond pas à la personne à la question qu'elle pose parce qu'on a répondu à sa question, on a corrigé, mais du coup, on ne lui dit pas que c'est fait. Et quelquefois, pour la personne qui a posé une question, il y a une vraie aigreur, une vraie frustration qu'on a tous connue dans nos relations avec l'administration quelquefois, de poser une question et de ne pas avoir de réponse. Et nous, nos personnels, ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas répondre, mais ils le traitaient, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de dire « mais si, je l'ai fait ». Et donc, il y a cette prise de conscience aussi de l'attente de l'usager qui a été importante. On a eu tout un travail aussi de questionnaire. Ça a été un peu dit tout à l'heure, on a questionné nos personnels, nos usagers, sur leurs attentes au moment de la rentrée, de quoi ils avaient besoin pour qu'on puisse ajuster. Et donc, au niveau du management intermédiaire que peut avoir au niveau du rectorat, il y a cette prise de conscience que le travail, ça ne s'arrête pas quand on a fini de faire quelque chose, mais aussi de prendre en compte la qualité de la relation à l'usager et comment on leur apporte la réponse. Donc, au-delà des changements, on a eu un changement organisationnel très clair. On a organisé des permanences téléphoniques qui sont communiquées, ce qui fait que entre 14 et 17h30 tous les jours, on sait que quelqu'un va répondre. C'est pas forcément la personne qui me gère, mais on va me répondre. Donc, on a notamment facilité l'accueil téléphonique et simplifié l'accueil téléphonique, donc un changement d'organisation qui a été proposé par les équipes. C'est pas quelque chose qui a été descendant, c'est venu de l'émulation des équipes. On a tout ce travail-là. La valorisation des compétences et de fait, on sent une ambiance aussi qui est un peu différente et une façon de travailler qui a vraiment évolué. Donc, on est très, très content aujourd'hui. Ça veut dire que la mission, Siam Selali, doit permettre aux agents de s'exprimer, mais aussi d'être force de proposition, d'être écoutés, parce que cette question du sens, réappropriation du sens, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça fait partie de... On ne construit le diagnostic qu'avec les agents gérés, donc les enseignants, les chefs d'établissement ont été rencontrés au sein de leur établissement pour vraiment montrer qu'on veut comprendre leurs différentes, les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis en miroir, on a écouté les agents. C'est-à-dire que les agents se déplaçaient avec nous dans les différents établissements, mais ensuite on a fait beaucoup d'ateliers pour comprendre leurs difficultés opérationnelles du quotidien. Et c'est cette rencontre des différents irritants qui nous permet ensuite de nous poser sur, des processus de gestion et de se dire qu'est-ce qu'on doit simplifier, qu'est-ce qui est inutile. Peut-être que le règlement, la norme, en tout cas ce qui est géré depuis, de la manière dont on doit le gérer depuis des années, n'est peut-être plus d'actualité. Et donc on a revu aussi de manière, en simplifiant largement aussi des circulaires, par exemple, en disant finalement, gérer la mobilité de telle et telle manière, c'est peut-être pas opérant. Donc les agents sont vraiment force de proposition. On fait des expérimentations avec eux et dans un court délai, on vérifie si c'est opérant ou pas, si c'est efficace ou pas. Et donc, une fois que c'est efficace, on forme le reste des agents et on le met en place de manière dans un déploiement un peu plus large. Il y a un enjeu fort de simplification. Vous évoquez des circulaires. Je vois acquiescer là, en la matière sur ces process RH. Il y avait quelques lourdeurs. Quelques lourdeurs, c'est gentiment dit. Ouais, c'est très gentiment dit. Il y avait beaucoup de lourdeurs. Et puis, je sais que je vais faire un peu de teasing pour votre prochain webinaire. La question aussi du vocabulaire qu'on utilise, c'est-à-dire administratif. C'est-à-dire chantier de simplification du langage administratif. Voilà, parce qu'on parle avec un vocabulaire qui est le nôtre, mais qui n'est pas du tout le même que les personnels à qui on s'adresse. Ce qui fait que des choses qui nous semblent à nous claires. Alors, moi, je n'ai pas de l'éducation nationale. J'ai compris ce que c'était en arrivant et où on me parlait. J'avais l'impression qu'on me parlait une langue
langue étrangère quand je suis arrivée. Tellement il y avait... FPT, je crois. Ouais, dans la fonction publique territoriale. Et il y a quelque chose, il y a vraiment des acronymes, des termes qui ne sont pas partagés par le commun des mortels. Et donc, mais on en a l'impression. Ce qui fait qu'on écrit comme on parle. Et donc, ça donne des circulaires qui sont à la fois longues, donc des circulaires de 4, 5, 6 pages, sans photo, sans dessin, que avec du texte, et avec des mots qui ne sont pas forcément très, très clairs. Donc, il y a eu un travail d'explicitation, de simplification. On a fait aussi des guides pour nos usagers avec des liens hypertextes très simples autour du parcours de l'usager. Et il y a des choses autour de la parentalité, la parentalité aussi quand on est agent de la fonction publique d'État. Et donc, quelque chose qui rendait la communication plus limpide. Alors, on n'a pas terminé, on a encore des marges de progrès sur ce sujet-là, mais en tout cas, ça a vraiment évolué parce qu'on avait vraiment des marges de progrès très fortes. Merci pour votre présentation. Je vais répondre à toutes vos questions qui sont vraiment nombreuses, mais je me tourne de nouveau vers vous, Clotilde Relon. On le voit, cet enjeu de simplification, vous l'avez dit en ouverture de cet atelier. Si vous prenez en route, vous pouvez retrouver l'ouverture, l'entretien initial en ligne. Cet enjeu de simplification est central dans toutes vos interventions. Dans toutes nos interventions, c'est avant tout l'amélioration de la qualité de service à l'usager. Et là, on voit bien que ça passe par 2 leviers. C'est vraiment, nous, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. On se préoccupe autant de l'usager que de l'agent pour améliorer la qualité du service. Et donc, ce qui est aussi intéressant de voir dans ces missions très terrain, parce qu'une mission d'efficacité opérationnelle, c'est 4 jours de la semaine passés avec les équipes sur le terrain. Donc, on est vraiment en province avec les agents toute la journée. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les agents, eux, qui sont parfois des agents de catégorie B, catégorie C, et ils adorent parler de leur métier, ils adorent pouvoir expliquer ce qu'ils font bien, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Et en fait, une fois qu'on est là, on n'a pas de mal à les embarquer parce que, justement, ils savent que derrière, ça va améliorer leur quotidien et ça va les soulager et produire des résultats aussi en termes d'amélioration de la qualité de service de leurs usagers, ce qui est extrêmement valorisant pour eux, vous l'avez signalé. Merci beaucoup la régie. Petit point pour rappeler, d'abord je renvoie vers l'entretien initial à cet atelier, la slide numéro 1, si vous voulez bien la remettre. La mission principale de cette agence de conseil interne de l'État inaugurée fin mars, accompagner, Clotilde Relon le disait, accompagner les services de l'État dans la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement, rendre les politiques publiques plus efficaces, aider les administrations à conduire leurs projets de transformation. Clotilde Relon le disait, la slide numéro 2, l'agence est constituée de spécialistes du conseil en transformation, en organisation, de l'excellence opérationnelle, 70-75 agents en fin d'année, avec des profils extrêmement larges. Et puis slide numéro 3, la mobilisation de toutes les expertises de la DITP en matière de design, de sciences comportementales, de facilitation, de coaching, etc. Je prends les nombreuses questions qui sont là. Florence Jean nous posait la question de l'usage de l'IA. Vous avez parlé de ce chat que vous avez lancé, que vous avez développé, qui s'appuie, j'imagine, sur les nouvelles technologies, peut-être sur l'IA. Tout à fait. Donc, on a pu produire les questionnaires à partir des agents et de leur ressenti des premières questions qui pouvaient parvenir, les enseignants et chefs d'établissement de leurs préoccupations, entre autres. Et l'idée, c'est justement de commencer, c'est l'intelligence artificielle, on va dire, de premier niveau, mais c'est commencer à créer des algorithmes qui puissent permettre de dire finalement telle question avec telle réponse, ça match, et puis de manière intuitive, on pourra répondre aux difficultés de l'agent. Ensuite, on a mis en place des plateformes. Donc, l'idée, c'était aussi de simplifier ce qu'on disait, les procédures, et de les numériser. Quand Christelle dit on fait une démarche, on ne sait pas où ça en est. L'idée, on a tous dans le privé, dans nos vies privées, fait des achats sur Internet. On sait où en est la commande. Elle sort de l'entrepôt, ça nous rassure. Elle arrive à quelques centaines de mètres de chez nous, on est content. Elle a été livrée chez la gardienne. Exactement. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, une fois que l'agent traite le dossier et que c'est terminé, on sait que c'est passé la première étape. Ensuite, on sait où en est le dossier dans la seconde étape, etc. Et donc, l'enseignant peut aller consulter sur cette plateforme où en est sa démarche de mobilité, etc. Et ça a déjà désengorgé une partie des appels, si on peut appeler ça comme ça, un peu inutiles à l'administration. Ouais.
juste d'être rassuré et d'être rassuré à toute heure du jour ou de la nuit. Le numérique est hyper important. Et la dématérialisation, enfin, beaucoup de procédures. En les simplifiant, on se dit les formulaires doivent être simplifiés, certaines circulaires doivent être simplifiées. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place sur une bibliothèque numérique. Et ce qui est important de dire aussi pour l'éducation nationale, c'est qu'on a démarré ça à l'Académie de Versailles au départ. Et c'est un projet qui a été transféré, parce que c'est aussi le but de l'agence de conseil interne, de transmettre les compétences aux administrations qu'on accompagne. On intervient au début parce que l'administration qui nous sollicite n'a pas forcément les ressources et les compétences projets ou méthodes, typiquement sur l'efficacité opérationnelle, mais le but, c'est de transférer la compétence à l'administration. Et donc là, typiquement, sur le numérique, on a transféré, on a coaché la plus grande académie, c'était Versailles, avec toute la gouvernance de ce projet de transformation numérique, et ça a été repris en autonomie par le ministère qui déploie ça. C'est le projet Colibri qui déploie ça France entière. Merci beaucoup. Claire Goupy, Elisa Bazin, sur cet enjeu du numérique, parfois les usagers ont pu recevoir, quand ils faisaient leur démarche, des tableaux Excel avec toutes les coordonnées, les contacts. On avait eu ce cas, acteur public, enfin un usager qui nous contactait avec des dizaines et des dizaines de contacts d'ASMAT, de nounous, et puis débrouillez-vous avec ce tableau Excel. Le numérique aide aussi vos interventions, facilite, simplifie? Je commence et tu compléteras, mais en fait, pour nous, le numérique est effectivement indispensable parce qu'on travaille tous et donc effectivement, avoir déjà des réponses de premier niveau que les parents peuvent trouver en ligne assez facilement, c'est déjà important. Mais en tout cas, dans le parcours d'un mode d'accueil, souvent, quand c'est le premier enfant, les parents ont quand même besoin d'être rassurés et d'avoir une présence physique. Oui. De parler à quelqu'un, parce qu'ils ont des questions qu'ils trouvent un peu peut-être bêtes, mais en fait qui sont essentielles pour eux, parce qu'en fait ils confient quand même leur enfant, souvent leur premier, c'est quand même ce qu'ils ont de plus cher, donc c'est quand même très stressant. Donc nous, en tout cas, notre position, mais je laisserai Claire compléter, c'est plutôt de comment est-ce qu'on couple les deux, c'est-à-dire vraiment d'avoir à la fois une approche numérique, mais toujours, comme dans un service public, avoir un interlocuteur en face. Au CITP du 23 avril, d'ailleurs, le Premier ministre l'évoquait, développement de l'IA pour réhumaniser les services publics. Sur le numérique? Il y a peut-être un point complémentaire. Donc, le site que j'évoquais tout à l'heure, monenfant.fr, permet justement de répertorier la liste des assistantes maternelles pour répondre à l'exemple concret que vous citiez, pour éviter d'avoir un fichier Excel, mais pouvoir les géolocaliser, savoir où elles se trouvent, combien de places elles ont, les agréments, quelles sont les activités qu'elles font avec les enfants, etc. Mais la mise en place d'outils numériques ne s'adresse pas uniquement à l'usager final. On voit que dans les communes, lors de la commission d'attribution des places en crèche, qui est une étape très chronophage pour les équipes des mairies, on a soit un fonctionnement qui est manuel, c'est-à-dire qu'on a différents critères que les équipes vont essayer de travailler pour choisir les enfants qui pourront entrer dans une crèche municipale, par exemple, soit on a certaines mairies qui, parce qu'elles ont le budget, vont avoir recours à une solution de marché, ce qui les aide, mais ce qui n'est pas optimal dans la mesure où on peut avoir autant de communes que de recours à ces solutions. Donc c'est quand même une perte d'argent public. Et donc il y a un des projets à laquelle la ministre tient et qui a été largement remonté dans nos écoutes usagers, qui serait de développer un algorithme qui justement permette de prendre en compte tous ces critères. Donc ça peut être le revenu des parents, l'endroit où ils vivent, est-ce qu'ils ont un travail, une éventuelle situation de handicap, le fait qu'il y ait déjà un frère ou une sœur dans la crèche, etc. Ouais. Et tenir compte de tous les critères souhaités par la mairie pour attribuer le mieux possible et en tenant compte de critères d'égalité sociale les places pour les enfants d'une commune. Donc ça, c'est aussi un projet qui a été remonté sur lequel on va travailler avec la Caisse nationale des allocations familiales. Question des places en crèche en revient. Monsieur Odigier, dit autrement, comment vous prenez en compte le manque de crèches adaptées? Florence Jean, l'actualité sur le sujet des crèches pointe la problématique des capacités. Comment avez-vous tenu compte de cet état de fait? Et est-ce qu'une autre intervention, est-ce qu'un des problèmes majeurs est le fait qu'il manque des crèches sur les territoires? Voilà un constat qui est partagé à peu près partout, je pense, qui a été central dans votre réflexion. Ah bah oui, parce que là, je me suis concentrée sur une des missions du service public de la petite enfance, mais évidemment, les deux missions principales du service public, c'est à la fois de développer une offre d'accueil suffisante pour répondre aux besoins et que ce développement soit aussi d'une très grande qualité. Parce qu'on a quand même aussi un enjeu de ne pas développer des places de crèche un peu, j'allais dire, rapidement, mais en fait, on accueille quand même des enfants, donc il faut s'en occuper, donc il faut que les professionnels soient en capacité de bien s'en occuper. Donc c'est vraiment l'un des enjeux majeurs
qui est quand même pris en compte dans la mission, puisqu'en fait, c'est la principale contrainte des mairies. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle d'une commission d'attribution des places en crèche, pourquoi est-ce que les communes sont obligées, à un moment donné, d'établir des critères pour choisir les familles? C'est parce qu'en fait, l'offre est insuffisante. S'il y avait une offre suffisante pour répondre à tous les besoins, peut-être que cette commission, elle serait moins importante et elle prendrait peut-être moins de temps. Donc voilà, en tout cas, c'est une des contraintes que Claire et son équipe ont pris en compte, parce que c'est une réalité. Et c'est aussi un des irritants pour les parents qui attendent la réponse de la commission et qui peuvent être parfois déçus, mais on l'a compris, l'offre est large. Plusieurs autres questions. Est-ce que la session est enregistrée? On pourra la revisionner, point d'interrogation. Mais oui, bien sûr, dès la fin de cet atelier, et puis on le montrera finement, tout sera... Comme d'ailleurs les 5 autres ateliers, je le mentionne, on avait parlé de simplification des démarches administratives en octobre, on avait parlé de la mobilisation de l'administration contre les incivilités, on avait parlé de France Expérimentation, des sciences comportementales et de la mobilisation pour l'accès et la qualité des services publics. Tout est disponible en ligne. Clotilde Relon, peut-être quelques questions pour vous. Madame Meyrou qui demande, est-ce que votre accompagnement est limité au service de l'État ou est-ce que vous êtes susceptible d'intervenir auprès d'établissements, d'opérateurs publics? Alors, on intervient effectivement prioritairement auprès des administrations centrales, donc sur, je l'ai dit plusieurs fois, les politiques publiques prioritaires du gouvernement, mais un certain nombre de ces politiques sont déléguées à des opérateurs, et donc on intervient aussi chez les opérateurs de l'État. D'accord. Une question, mais peut-être Siam ou Madame Derache, vous y répondrez. Vous avez vous parlez de méthode d'efficacité opérationnelle. Est-ce qu'on peut détailler? Est-ce que vous pouvez le détailler, puis on vous donnera la parole? Alors, je vais laisser Siam répondre, Siam puisque Telali c'est elle qui porte cette offre. Alors, ce qu'on appelle efficacité opérationnelle, finalement, c'est tout ce qui concerne les processus. Un processus, c'est je fais une démarche en tant qu'agent, en tant qu'usager, une démarche administrative. Donc, j'ai un dossier à compléter qui est traité par quelqu'un et qui me donne un service, donc le service rendu à l'usager. Et donc là, on regarde ce processus, on décortique l'ensemble des étapes et on se dit qu'est-ce qui est utile pour l'agent, qu'est-ce qui est utile pour l'usager. On a vu, par exemple, si je reviens sur les méthodes d'automatisation qu'on peut évoquer aussi, les agents nous disaient finalement l'attestation Pôle emploi, ça me prend 50 minutes, finalement c'est inutile parce qu'en fait je dois juste répertorier tout ce qui est écrit sur l'attestation et le remettre dans notre système de gestion RH à l'académie, donc à un moment donné c'est inutile pour moi. On voit qu'on peut l'automatiser. Ça prend 40 à 50% du traitement d'une démarche pour l'agent. On se dit, on va la simplifier, on peut aller au-delà, on peut l'automatiser et ça dégage du temps à l'agent. L'agent retrouve des marges de manœuvre pour faire autre chose, pour faire mieux ce qu'il ne faisait pas suffisamment. Par exemple, les appels téléphoniques, par exemple, le conseil et l'expertise aux enseignants, etc. Donc la méthode, c'est vraiment aller chercher de la simplification sur l'ensemble des étapes du processus, que ça parte des questionnements « je n'ai pas compris la circulaire, je simplifie la circulaire » parce que finalement, l'usager ne remplira jamais son dossier correctement parce qu'il n'a pas compris. Donc déjà, on répond à cette difficulté. Et ensuite, sur l'ensemble du processus d'instruction, comment on peut simplifier, automatiser et rendre le service plus efficace et plus efficient pour le contribuable. Celle de Rage, peut-être sur ce process d'efficacité, il est opérant manifestement. Oui, et c'est là où je parlais tout à l'heure de l'expertise de nos personnels, de nos gestionnaires. C'est là où leur expertise, elle est vraiment nécessaire parce que souvent ils le disent, l'exemple de Siam est parlant, pourquoi je dois ressaisir des choses une deuxième fois, pourquoi... Et c'est vraiment toutes ces petites tâches qui sont des irritants dans le quotidien parce que la personne qui le fait parce qu'on lui demande de le faire. Quelquefois, la personne qui demande, c'est pas forcément non plus pourquoi elle le demande. Donc, c'est un peu réinterroger les pratiques, reposer un peu les choses, reposer les essentiels et ce qui va vraiment servir à quelque chose. Et ça génère quand même un grand bouleversement à la fois pour le personnel dans sa pratique quotidienne, pour son encadrant, pour tout le monde. Ça génère vraiment un bouleversement de re-regarder les choses par le prisme de la personne qui gère et de la personne qui va recevoir le service. Ça me semble important de repréciser que derrière tout ça, il y a ça donne une vraie évolution du mode de management, du sens qu'on donne au travail. Et c'est une démarche qui doit être pérenne. La DITP est venue chez nous de mars 2021 à janvier 2022.
On a eu du mal à les laisser partir parce que quand ils étaient avec nos gestionnaires, il y a eu beaucoup de goûters de départ parce qu'il y avait un lien fort qui s'était créé. Et après, l'idée, c'était pas de dire ils sont partis, ça s'arrête. Non, c'était de dire par rapport à tout ce qu'on a eu, aux apports qu'on a eu de la part de la DITP, comment on se l'approprie, comment on construit maintenant notre propre politique de transformation et comment on continue, comment ça devient aussi notre mode de fonctionnement. Donc c'est une démarche qui doit après s'inscrire dans le mode de fonctionnement. Tout à fait. Rentrer dans le quotidien. Ouais. Et justement, dans cet objectif-là, on a créé des supports de formation, on a créé des méthodes aussi efficaces de formation et de certification valorisées par d'ailleurs Centrale Supélec avec lesquelles on a fait une certification qui permettent de former, donc de reconnaître la compétence acquise par les agents, ça c'est important. Et puis on peut les former au fur et à mesure à ces méthodes, parce que c'est une culture de se poser tous les jours la question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, parce que vous savez, au début quand on intervient, on dit mais c'est un peu inutile ou pas. Mais non, c'est pas inutile. Évidemment, c'était 50% de la charge de l'agent, donc ça choque au départ. Mais l'idée, c'est de dire mais si vous ne faisiez plus ça finalement, qui est que de la ressaisie, ça vous donnerait peut-être le temps de ce que vous me dites depuis tout à l'heure, que vous n'arrivez pas à faire, qui est répondre aux enseignants, et ça vous intéresse en plus, de vous poser sur les sujets juridiques, de vous donner plus de temps aussi pour de la formation, etc. etc. Donc c'est vraiment une culture et une méthode à acquérir, et donc on a créé justement ces certifications, l'école du conseil interne globalement, et puis de l'efficacité opérationnelle, pour pouvoir amener l'ensemble des agents à construire leur propre vision du projet qu'ils mèneront en interne. L'Académie et puis l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale a aussi créé des postes pour cette transformation, pour cette excellence opérationnelle, pour qu'elle vive en amélioration continue. C'est intéressant parce que, par exemple, à Lille, la première des agents qui nous avait interpellés à la réunion de lancement, vous savez, quand on explique, était hyper vindicative en disant non, c'est un audit, on n'a pas besoin de ça, etc., etc. Et c'est elle qui s'est positionnée pour être cet agent du changement et conduire à temps plein depuis qu'on est parti la transformation. Donc ça a créé des vocations. Et qui devient l'ambassadrice de ces méthodes. Il y avait j'ai essayé de la retrouver, mais le chat est tellement nombreux. Monsieur Pardou demandait si on pouvait revenir, quid des questions que j'arrive pas à relayer. Donc on pourra revenir individuellement vers vous, c'est promis, on va essayer. Il y avait une question sur l'école, si quelqu'un demandait comment faire pour suivre ces formations, quelles étaient les conditions éventuelles. Tout d'abord, on accompagne de manière prioritaire les agents qui sont dans nos projets de transformation en efficacité opérationnelle au fur et à mesure des projets. Donc, c'est vraiment comment conduire un atelier participatif, laisser la parole à chacun, comment repositionner ce qui est utile, pas utile dans un processus, comment simplifier, etc. Et ensuite, comment automatiser ce qui peut aller sur du numérique. Donc ça, c'est vraiment pour les agents. Pour les managers de proximité, l'encadrement de proximité aussi sur comment j'ai une posture managériale qui ne juge pas. Vous savez, un peu la culture semblable, c'est-à-dire j'arrive, je me pose la question, c'est peut-être inutile par le système. Évidemment, ce n'est pas la personne qui n'arrive pas à faire. Ou si la personne n'arrive pas à faire, c'est que les modes opératoires ne sont pas clairs. Donc, comment rendre confortables mes agents, etc. Donc, c'est 2 niveaux de formation pour les agents, mais aussi pour les encadrants. Et c'est tout d'abord à destination des agents qu'on accompagne. Et ensuite, on ouvre aussi à d'autres administrations qui seraient intéressées de nous solliciter pour les formations. Mais ça, je peux laisser Clotilde peut-être rebondir. Vous le souhaitez, oui. Oui. Alors, au-delà de l'efficacité opérationnelle, donc notre école du conseil et de l'efficacité opérationnelle, elle porte 2 autres programmes. Donc, il y a vraiment un programme pour, on va dire, les consultants les plus juniors de l'administration. On a développé tout un programme de formation. Donc, c'est une dizaine de modules, 30 heures en tout, qu'on a entièrement conçu, et ce qui nous permet de former nos consultants jeunes diplômés à leur arrivée et d'être opérationnels assez vite, donc d'apprendre tout un bagage de méthodes et d'outils rapidement qu'ils peuvent mettre en œuvre sur nos missions. Et le 3e volet de l'école, donc là ça va être plutôt des modules qui sont liés à la conduite de projets de transformation complexes, multi-acteurs, donc là qui se destinent à tous les chefs de projet, aux directeurs de projet dans la fonction publique d'État. Et donc là, on est vraiment sur de la formation action. Donc on pose un certain nombre de méthodologies, mais derrière, on travaille vraiment à partir de cas pratiques et aussi de leurs projets à eux,
pour voir comment lever les points de blocage dans la conduite de leurs projets complexes. Et en interministériel, c'est souvent compliqué. Pour une dizaine de minutes d'échange, il y a 2 questions. Une sur l'efficacité. Pareil, trop de questions, j'arrive pas à la retrouver. C'était sur le coût de vos interventions, si c'est synonyme d'économie en matière de dépenses, enfin d'efficacité globale de l'action publique. Je crois que ça faisait partie aussi des choses que vous mentionniez, que mentionnait la DITP ou le CITP. Voilà, vos interventions sont aussi synonymes d'économie. Alors, il y a effectivement plusieurs bénéfices, on va dire, à la création de cette agence. Les économies en sont un, c'est pas le sujet central, hein. Vraiment, le fait d'internaliser des compétences de conseil, ça permet avant tout aux ministères qui souhaitent faire appel à nous de conserver dans l'administration la maîtrise de la conduite de leurs projets stratégiques en s'appuyant sur des consultants qui font eux-mêmes partie de l'administration et qui connaissent parfaitement son fonctionnement. Et on voit, ça joue beaucoup aussi dans les résultats qu'on obtient sur mission. On a parlé tout à l'heure de la relation de confiance qui s'établit, mais vraiment, on le voit dans certaines administrations qui ont connu des interventions externes, où il y a toujours un peu de défiance. Quand on arrive, la relation n'est pas du tout la même et les agences se libèrent beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment un des premiers bénéfices de la création de l'agence. Le deuxième, c'est aussi de disposer au sein de l'État d'un vivier de spécialistes de la transformation qui, après leur passage à l'agence, vont pouvoir continuer à mettre en œuvre ces méthodes dans leurs fonctions ultérieures. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et puis, évidemment, il y a ce bénéfice de réduction des dépenses de conseil externe et donc d'économie à la clé. Une question, merci beaucoup. Question sur l'évaluation, peut-être Claire Gloupy, si vous voulez bien, sur comment on mesure... Comment on évalue en fait l'efficacité de vos interventions? Vous évoquiez toutes les 4, toutes les 5, la question de l'évaluation en temps réel, de réajuster un dispositif si on voit que ça ne marche pas, plutôt que le laisser perdurer. C'est ça l'évaluation d'un dispositif? Comment mesurer que ça marche en fait? C'est immédiat? C'est à plus long terme? Alors, nous, on ne fait pas d'évaluation de politique publique, c'est-à-dire que ça sera fait par d'autres organes qui le font a posteriori une fois que la politique publique a été mise en œuvre. En revanche, on a évidemment à cœur de faire en sorte que les méthodes qu'on propose et les outils qu'on délivre correspondent aux attentes à la fois de l'administration ou du ministère et puis des usagers. Donc, on est toujours à l'écoute. Déjà, on les co-construit avec eux, donc c'est une sorte d'évaluation au fil de l'eau. Et puis, lorsqu'on réfléchit à la mise en œuvre de ces différents outils ou de la politique publique dans sa globalité, on réfléchit souvent aux indicateurs qui permettront de mesurer ce qui a été bien fait et ce qui peut éventuellement être amélioré. Et c'est aussi pour ça qu'on propose souvent des expérimentations. C'est-à-dire que la mise en œuvre, c'est assez rare qu'on la fasse de façon Big Bang, à moins qu'il y ait une obligation réglementaire qui nous y oblige. Mais sinon, on fait une expérimentation, comme ça a été le cas, par exemple, dans une académie pour le projet qu'évoquait Siam, puis dans une autre. Et le fait de le faire par palier, ça permet de faire évoluer le dispositif dans une démarche d'amélioration continue. Siam, c'est Lali. Oui, sur l'efficacité opérationnelle, donc tous les impacts tangibles sont évalués au fur et à mesure des processus qu'on simplifie et des missions qu'on accompagne. C'est-à-dire que, par exemple, on a démarré par l'Académie de Versailles, ce qu'on a pu tester à l'Académie de Versailles et mesurer dans le temps, tous les 15 jours, tous les mois, etc., par nous et aussi par les encadrants qui le mettent en place, par l'agent qui y voit un bénéfice. Et donc, on crée quelques indicateurs assez simples. Est-ce que j'ai gagné du temps? Est-ce que j'ai pu réallouer ce temps sur d'autres missions? Et donc, est-ce que la satisfaction usagée a été favorable ou pas, et a augmenté ou pas? Et donc, ça, on met vraiment différents indicateurs pour le mesurer. Et on ne part pas, il y a 2 choses, on ne part pas d'une mission si on n'a pas l'impact tangible vérifié. Et on a la condition aussi de satisfaction de l'usager qui est mesurée au début, au milieu et à la fin de l'intervention. Et donc nous, comme on intervient pilote par pilote, c'est-à-dire le premier pilote c'était Versailles et à quelques mois après l'Académie de Lille, donc 2 plus grosses académies, on a continué, on a fait Créteil, etc. Les premières académies qu'on a pu accompagner
évidemment, on continue à les coacher et à piloter les impacts sur la mesure de performance, que ce soit sur la qualité du service rendu, le confort de travail des agents et sur la satisfaction des usagers. Je parlais tout à l'heure du RPA, c'est-à-dire l'automatisation sur le Pôle emploi. On a vérifié combien de temps prenait cette charge administrative pour les agents. C'était 42% exactement du temps de travail qui a été simplifié grâce à cette automatisation. Et donc, on a du temps qui a été dégagé. Donc ça, c'est un des premiers aspects qui a permis ces résolutions. Il y avait X% de personnel non payé à la rentrée dans certaines académies. Donc là, l'idée d'accélérer les délais de paiement et surtout la fiabilité du paiement a été mesurée. On est revenu à 0% de non payés au bout de X académies avec lesquelles on a travaillé. Donc ça, c'est important. Donc on ne part pas d'une mission si on n'a pas mesuré les impacts. C'est pour ça qu'on déploie massivement maintenant cette méthode, parce que les impacts sont massifs et surtout tangibles par l'ensemble des acteurs. Oui, surtout quand on parle d'une académie avec 80 000 personnels, Christelle Derache. Oui, tout à fait. Les impacts, on les perçoit vite. Et vous parlez de mesures et d'évaluation. Quelque chose de tout simple. Je vous parlais tout à l'heure des appels téléphoniques et du nombre d'appels non décrochés. Les appels étaient non décrochés ou alors la réponse était tellement rapide qu'on se posait la question de la qualité de la réponse qui avait pu être donnée aux personnes quand on avait décroché. Et donc, on a mis en place une mesure des appels téléphoniques, ce qui fait que tous les mois, les chefs de bureau savent les appels, s'ils ont été répondus, pas répondus. On se rend compte des pics et des creux, donc ça a des impacts aussi sur l'organisation. On se rend compte que le vendredi après-midi, on décroche moins, donc peut-être qu'on a des sujets d'organisation. Et donc, ça devient aussi un outil de pilotage et un outil de management des équipes. On manage aussi par la performance, de fait. Vous voyez, je disais que l'impact en termes de management était important. Donc, on a ce type de retour en termes d'évaluation et aussi la satisfaction ou non-satisfaction des usagers. On la connaît très, très vite. Que ça soit directement par eux, notamment par les chefs d'établissement, parce qu'on gère sur l'Académie de Lille à peu près 500 établissements, collèges et lycées, et ils savent se faire entendre quand on leur répond pas assez vite ou quand ils sont en insécurité sur la préparation de la rentrée. Et donc on a vu à travers les outils, Siam faisait référence à Colibri, on a travaillé un outil maison juste pour les chefs d'établissement, pour répondre à leurs besoins. Ça a été travaillé vraiment avec eux. Et ils nous disent maintenant régulièrement, ils nous disent là-dessus, nous, on est satisfait, ça nous convient bien, on est rassuré sur les processus, on sait où on en est. Et donc, on a aussi ces retours très, très directs en termes d'évaluation de ce qui a pu être mis en place. Un dernier exemple, peut-être, sur la mobilité. Incompréhensible. La circulaire, j'ai pu la lire 150 fois, je n'ai pas compris. On a interrogé les enseignants, ils ne comprenaient pas non plus. Et un DSG, que je ne citerai pas d'une académie, m'a dit « mais moi non plus, je ne vois pas trop ce que ça veut dire ». Et donc, en fait, beaucoup de dossiers étaient incomplets. Et donc, ça faisait une pile, une accumulation de recours administratifs envers les académies. Donc, c'est-à-dire qu'on gérait les dossiers étaient incomplets. Le calendrier de la mobilité, donc c'est-à-dire un enseignant, c'est ses points, c'est-à-dire il va d'académie en académie, surtout les jeunes, etc. Il se sacrifie, etc. Ils remplissent un dossier, on ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé, entre guillemets. Et finalement, ça n'était pas complet, pas opérant pour l'administration. Et donc, en fait, vous êtes refusé. Et donc, vous faites un recours administratif. Et donc, ça, quand on a simplifié ce processus, cette procédure, cette démarche des enseignants, on a vu le nombre de recours administratifs, notamment sur une académie parisienne, vraiment diminuer par 10. Donc là, les impacts sont éminents. Bazin, peut-être sur la mesure de l'impact, Claire Goupil l'évoquait, mais voilà, il y a une évaluation un peu en temps réel. Vous constatez aussi des choses qui évoluent, qui se transforment? Alors nous, on n'est pas aussi avancé, donc on est en train de construire les outils, donc c'est un peu plus... On est trop en amont pour faire ça, mais je pense qu'un des bonnes mesures d'évaluation, c'est quand on fait des enquêtes là actuellement, tous les parents, même les parents qui ont accès finalement à un mode d'accueil, nous disent « mais en fait, ça a été l'enfer ». Je me suis sentie hyper seule. Vraiment, ça ressort vraiment de façon très, très symptomatique dans tous les échantillonnages qu'on a pu réaliser. Donc, si déjà, on arrive à faire baisser ce sentiment-là et qu'au moins, même quand ils n'ont pas accès à un mode d'accueil, parce qu'en fait, c'est très violent. Ça veut dire que vous avez la commission d'attribution et des fois, c'est non. Et donc, les parents n'ont pas forcément de recours, ne savent pas s'ils peuvent, par exemple, recourir à une assistance maternelle qui pourrait être sur le territoire. Enfin, ils ne savent pas vraiment quelles sont les autres pistes qu'ils peuvent ouvrir ou à quelle date, par exemple, la prochaine commission d'attribution, ne serait-ce que pour avoir un horizon pour se projeter. Donc, si déjà, on arrive à créer vraiment un parcours parent pour tous les parents qui demandent un mode d'accueil,
je pense qu'on aura quand même déjà répondu à une partie de la frustration. Et voilà, il faut quand même qu'à la fin, il y ait quand même une place qui se libère. Mais si déjà l'usager est accompagné, je pense que déjà, on aura quand même répondu en tant que service public à vraiment une mission qui est importante. Très frustrant, il reste 4 minutes, 10h56, et encore beaucoup de questions. Donc oui, on reviendra vers vous. Une dernière peut-être, puis on conclura avec Clotilde Relon. Quel est l'ordre de grandeur d'un accompagnement de l'agence, en termes d'équipe par exemple? Combien de consultants, combien de chefs de projet par accompagnement? Quelle durée? Vincent Lucas qui nous pose cette question. Est-ce que Clotilde Relon? Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait vraiment des accompagnements sur mesure. Oui. Donc, les durées et les dispositifs d'équipe, ils varient selon vraiment les problématiques. Pour vous donner un ordre de grandeur sur les missions plutôt de stratégie ou de transformation, on va intervenir sur des missions d'une durée en moyenne de 4 à 6 mois avec des équipes conseils de 3 à 4 consultants. Et pour les missions d'efficacité opérationnelle, comme on vous le disait, on est vraiment dans une logique de programme. Là, Siam vous a parlé beaucoup de l'Académie de Lille, mais en fait, derrière, il y a plus de 10 autres académies qui sont engagées dans ce processus. Donc là, on est vraiment sur des programmes qui se déploient dans la durée. Donc ça fait des missions beaucoup plus longues. D'accord. Donc c'est du sur-mesure, en fait. C'est vraiment du sur-mesure. D'accord. Encore quelques autres questions. Pourriez-vous nous dire combien de missions, projets différents peuvent être confiés à un consultant ou chef de projet de la DITP en même temps? Vous l'aviez dit tout à l'heure, je crois. Alors, les directeurs de projet, ils pilotent 2 missions simultanément, pas plus. Et ensuite, tous nos chefs de projet et nos consultants internes sont à temps plein sur les missions. C'est vraiment un gage d'efficacité pour comprendre rapidement et en profondeur les problématiques, les environnements dans lesquels on travaille et apporter les réponses les plus pertinentes sur un temps court. Merci, je glisse. Alors c'est plus un témoignage à votre attention. Alain Guignard, merci à Madame Derage d'avoir pris en compte les difficultés des agents. Alors, les questions de reconnaissance, d'encouragement et merci pour votre clairvoyance. Il est 10h. Merci pour votre message. On voit votre engagement à tous les cas, toutes les 5. Il est 10h59, je vous propose de conclure. Merci infiniment, on aurait pu échanger un long moment, mais peut-être qu'on pourra de nouveau vous donner la parole. Merci infiniment. Claire Gopi, vous êtes directrice de projet à l'agence, à vos côtés, donc agence de conseil interne de l'État. À vos côtés, Siam Selali. Merci, ravi de vous avoir de nouveau donné la parole, directrice de projet à l'agence. Christelle Derage, vous êtes DRH, adjointe OSG de l'Académie de Lille. Elisa Bazin, chef de projet service public de la petite enfance à la direction de la sécurité sociale. Merci Clotilde Relon. Peut-être un mot de conclusion, rappeler ce qu'est l'agence lancée fin mars. Je renvoie vers l'entretien très complet que nous avions fait ensemble en début d'atelier, accompagner les services de l'État dans la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement. Voilà, une agence qui est résolument lancée. Voilà, vraiment, vous l'avez compris tout au cours de cette matinée, notre obsession, c'est vraiment l'impact, produire des résultats visibles et concrets dans la vie des Français. Donc, qu'on agisse auprès des agents ou des usagers, c'est vraiment ça notre objectif. Les agents sont nos collègues et donc on a tous à cœur de servir l'intérêt général. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans la fonction publique et qu'aujourd'hui, on est content d'accompagner l'ensemble des ministères dans leurs réformes prioritaires pour améliorer la qualité de service, l'efficacité des politiques publiques. Merci beaucoup, très heureux d'avoir co-construit cet atelier avec vous, Christelle Derage. Clotilde Relon, chef de l'agence de conseil interne de l'État. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes de la DITP, notamment l'équipe de la communication, Christophe Garnier, qui m'a accompagné notamment sur cet atelier. Merci beaucoup aux équipes d'acteurs publics TV, pilotées par Myriam Otmani, d'avoir parfaitement de nouveau réussi cet atelier. Navré de n'avoir pas pu relayer toutes vos questions. Vous étiez extrêmement nombreuses et nombreux à nous suivre. On va essayer de revenir vers vous de manière individuelle. 5 ateliers précédents que vous pouvez retrouver sur les supports d'acteurs publics TV et sur les supports de la DITP. Et un prochain rendez-vous à la toute fin du mois de mai, 31 mai. On parlera des chantiers de simplification du langage
administrative. Je vous vois sourire, Christelle Derache. C'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour le secteur public. Rendez-vous le 31 mai. À très vite. Merci.